souhaite le bonjour de la Pnyx, colline qui se trouve en face de la colline de l'Acropole, avec le Parthénon que vous voyez derrière moi. Nous sommes actuellement le petit matin et vous pouvez constater qu'il y a une tranquillité ici, une tranquillité qui était exactement la même que celle que vivaient tous ceux qui ont fait le siècle d'or, comme on l'appelle ici, le siècle de Périclès peut-être en français. C'est la ville qui a vu naître Périclès, Socrate ou encore Platon, et qui a donné les lumières. Alors la lumière ici, c'est évidemment la lumière du soleil, incarnée par, dans la mythologie grecque, incarnée par Apollon, Apollon le dieu du soleil, de la lumière et de la vie. Et ensuite, nous pouvons dire que, si vous voulez, c'est aussi la lumière de l'esprit. La lumière de l'esprit qui se dit phos. Phos, c'est la lumière au sens propre et figuré. Cette lumière qui inonde ce pays ici, ce pays de Grèce. Et de là viennent les mots en français de photosynthèse ou photographie, par exemple. Et donc, la lumière est quelque chose qui, si vous voulez, avec le soleil, évidemment, qui a permis aux hommes ici de développer leur esprit qui aura donné plus tard la langue grecque et également de la philosophie, si on veut, oui, parce que la philosophie, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est un peu quelque chose de cliché, de bateau, si vous voulez, mais pourtant, c'est la langue grecque qui a permis la philosophie et cette lumière qui provoquait, si vous voulez, des conditions absolument idéales pour pouvoir penser, réfléchir et donner tout ce que les Grecs ont donné au monde. Alors, c'est à partir de ce symbole de la civilisation qu'est le Parthénon que je vais vous présenter le livre que j'ai écrit et qui s'appelle « La Grèce, berceau de l'humanité ». Alors j'ai choisi de vous lire certains extraits de mon livre, des morceaux choisis comme on disait quand nous allions au lycée. Et voici le premier, je prends tout chronologiquement bien entendu. Au printemps de 1959, Philippe Hatzaridis, un berger réfugié d'Asie mineure en 1923, cherchait de l'eau sur la montagne, surplombant Petralona où il gardait ses chèvres quand il aperçut une fente. En y collant son oreille, il lui sembla entendre un clapotis. Il prévint tout le monde au village, mais c'est l'année suivante qu'un villageois, Christos, découvrit l'entrée de la grotte après avoir creusé autour de la fente avec quelques voisins. Il trouva un crâne fossilisé, soudé à la paroi stalagmitique. Et c'est là que l'épopée scientifique de l'Archanthropos commence. Le docteur Aris Poulianos commence les fouilles. Aris Poulianos prend en main les fouilles de la grotte de Petralona en 1965. Il était déjà connu de la communauté scientifique internationale dès 1961 grâce à sa thèse de doctorat « L'origine des Hellènes » pour laquelle il avait pratiqué des centaines d'anthropométries sur des Hellènes contemporains de Crimée et d'Italie du Sud. 12 autres éditions complétées en seront publiées. À cette époque, il n'y avait
en Grèce aucun paléoanthropologue, si bien que le Premier ministre Constantin Karamanlis fit venir Aris afin qu'il se chargeât officiellement des recherches. Le 4 janvier 1965, après 16 ans d'exil politique, Aris Poulianos rentra au pays. Le 7 janvier, il était sur le terrain pour entreprendre l'étude de celui qu'il baptisera Archanthropos, homme du début, son compagnon de toute une vie. Ensuite, nous allons vers la découverte de l'Homo erectus trilliensis. En 1965, les fouilles furent entreprises à quelques kilomètres de Petralona, dans les ruisseaux de Trillia, petite ville comptant aujourd'hui à peu près 3000 habitants. En 1975, Aris Poulianos commença de ratisser la région de Chalcidique à la recherche des ancêtres des archanthropes. Il découvrit sur le site à ciel ouvert de Trillia un tibia humain fossilisé, des coprolithes fossiles, de nombreux outils paléolithiques, ainsi que des débris internationaux et pan-européens. Ainsi que des débris de squelettes qu'il représentera lors de congrès internationaux et pan-européens. Le docteur Aris Poulianos publiera le résultat de ses études dans différentes revues scientifiques. Il estime l'âge de ces fossiles entre 10 et 13 millions d'années. Il lui donnera le nom d'Homo erectus trilliensis, le premier homme debout sur Terre jusqu'à aujourd'hui. Un coprolithe comme celui-ci, alors je vous ai mis bien sûr de nombreuses illustrations, fut envoyé à la NASA aux États-Unis d'Amérique au docteur Toussims qui, après analyse, en conclut que les hommes de cette époque mangeaient beaucoup de viande, animale et d'oiseaux. En 1979, l'âge de 13 millions d'années fut confirmé par paléomagnétisme à l'Université de Caroline du Nord. La période de ces découvertes est le Miocène supérieur. Elle fut nommée anthropogenèse, car il s'agit jusqu'à aujourd'hui de la première trace de présence du genre humain sur la planète Terre. Et alors là, je vous donne un extrait de ce que dit un jour Aris Poulianos sur une chaîne de télévision grecque en 2012. Je me demande pourquoi de nombreux scientifiques et documentaires continuent d'affirmer que l'homme est apparu d'abord en Afrique. Il existe deux explications à cela. Soit ils sont totalement indifférents, car il n'est pas permis d'ignorer ces découvertes, qui ne datent pas d'aujourd'hui. À la limite, ils auraient pu les prendre en considération, avec un point d'interrogation. Soit c'est voulu, car ils ne veulent reconnaître pour rien au monde que le berceau de l'humanité, de l'homme et la Grèce. Alors nous continuons ici vers une découverte, donc à la même époque, du docteur Aris Poulianos. C'est celle du Paléoloxodon, qui est un éléphant, de Perdica, un proto-éléphant. En octobre 1977, Aris Poulianos découvrit le squelette d'un éléphant qui avait été démembré par des chasseurs primitifs dans le bassin de Ptolémaïda en Macédoine occidentale. Il fut excavé et transporté à la Société anthropologique de Grèce, donc celle qu'a créée le docteur Aris Poulianos, elle est à lui, où il fit l'objet d'une étude régulière entre 1977 et 1999. En 2004, dans la 12e édition de son livre « L'origine des Hellènes »,
Poulianos écrit ceci: « Nous pensons que ce proto-éléphant fut démembré par une espèce d'homme debout, Homo erectus, car j'ai trouvé plus d'une trentaine d'outils enchevêtrés avec ses ossements. Ils étaient plutôt concentrés sur des parties charnues du corps de l'individu. La plupart des outils sont en quartz et, parmi eux, 2 pilons. La strate de la découverte ne comporte pas de quartz. Il faut se rendre à une dizaine de kilomètres de là pour en trouver, ce qui signifie que des mains humaines les ont transportés jusque-là. De l'expertise qui eut lieu à l'université de Caroline du Nord par paléomagnétisme, il résulte que l'éléphant de Perdica est âgé de 2,5 jusqu'à 3 millions d'années, c'est-à-dire du Pliocène supérieur. Cela signifie que cette découverte est la plus ancienne du genre en Europe et que les outils qui furent trouvés sur le site ont la datation la plus exacte qui soit. Alors, nous continuons. Vous aurez ici un tableau qui a été fait en grec par le professeur Poulianos et que j'ai, si vous voulez, reproduit et traduit en français. Ce tableau a pour titre « La préhistoire de la Grèce et la préhistoire de toute l'humanité ». Alors, vous avez... nous passons donc à la partie suivante. Entre 11 et 13 millions d'années, vous avez une reproduction d'outils de l'anthropos debout, hein, celui dont je viens de vous parler. 5 millions d'années, Humérus d'Icaria, hein, qui a été découvert à Icaria. 3 millions d'années environ, vue générale sur le site de fouilles de l'éléphant de Perdica. Et jusqu'à 880 000 ans, l'Archanthropos de Petralona. Alors maintenant, nous allons passer à un prochain chapitre qui est le passage des archanthropes au premier peuple d'Europe. Les groupes ethniques se formèrent au fil du temps. Nous allons ainsi nous promener, remonter à l'origine des archanthropes de Petralona pour comprendre le déroulement. Lorsqu'un anthropologue donne une datation, il indique toujours une fourchette. Nikos Poulianos donne une fourchette entre 700 000 et 880 000 ans pour l'archanthrope de Petralona. En tout, non successivement, les Européens auront vécu 1 million d'années dans les grottes pour se protéger du froid glaciaire. En effet, après la période d'éruption volcanique ayant favorisé l'hominisation probable de l'Heladopithecus et conduit au développement de l'homme debout avec aplomb Homo erectus triliensis entre 11 et 13 millions d'années, regardez avec moi, admirez avec moi le soleil, c'est-à-dire Apollon, qui est en train de se réveiller et de se lever dans le ciel de l'Attique, parce qu'ici, évidemment, les Grecs anciens considéraient les Apollon comme leur dieu, même si c'est le soleil, c'est le dieu s'étend sur l'univers, si vous voulez, même si le soleil éclaire l'univers entier, pour eux c'était un dieu grec, Apollon. Et donc regardez, admirez avec moi ces ombres, les cyprès au pied de ce Parthénon qui tient debout depuis 2500 ans. Et je faisais remarquer l'autre jour, quand nous avons eu un séisme, il y a quelques jours, un assez fort séisme ici à Athènes, que le Parthénon
n'a pas de fondation, mais il tient debout 2500 ans grâce à un triple blindage antisismique. À cette époque-là, ils avaient déjà découvert toutes les sciences qu'aujourd'hui nous connaissons et qui portent évidemment des noms grecs, parce que sismique, ça vient du grec seismos. Et donc, vous pouvez admirer, moi je le vois entre les feuilles d'olivier ici. Alors, l'olivier était vraiment l'arbre d'Athéna, de Pallas Athéna, la fondatrice de la ville d'Athènes, là où je me trouve en ce moment. C'est quand même quelque chose de très très émouvant parce que j'ai l'impression que c'est la même nature qu'à l'époque. Qu'est-ce qui a changé? Ici, nous sommes coupés de tout le chahut, de tout le tumulte qui peut exister en temps habituel à notre époque au XXIe siècle. On se demande d'ailleurs pourquoi. Pourquoi est-ce que tout le monde s'est embarqué dans cette histoire qui n'a pas de fin et ou plutôt qui a une fin qui est proche, hein, parce que regardez, est-ce que ce n'est pas plus agréable de vivre comme ça dans la paix, la solitude, la sérénité, 2-3 personnes en train d'apprécier la nature. Je me souviens que je crois que c'était Chateaubriand, mon compatriote breton, qui avait dit un jour d'autres personnes viendront faire les mêmes réflexions que je fais moi actuellement sur ces rochers. Peut-être était-il ici, peut-être se trouvait-il au même endroit où je me trouve aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que Chateaubriand, par rapport à l'Antiquité, ce n'est pas très loin. Alors voilà, nous commençons à être éclairés à la fois par la lumière de l'esprit et la lumière de la vie. Puisque sans le soleil, il n'y a pas de vie. Regardez comme c'est beau, avec moi. Un moment de paix. Où règnent les oiseaux, les cigales, un chien qui aboie dans le lointain, la nature qui s'exprime, la nature qui vit et qui vit depuis longtemps ici. C'est tout cela qui a fait que cet endroit unique a donné naissance à notre civilisation. Moi, je vois d'ici les autres collines qui entourent Athènes, ces collines millénaires, et je me demande combien de temps tout cela va encore durer. Allons-nous tenir si longtemps que ça, avec tout ce que nous impose la vie moderne, qui ne nous laisse pas le temps d'admirer quoi que ce soit, d'admirer la nature, d'admirer. Regardez, ici nous avons des arbres dont je ne connais pas le nom, mais nous avons des cyprès. Cyprès, il y a un Y, c'est un mot grec qui part ici, très ancien. Nous avons les oliviers. Un olivier se dit Elia en grec. Là, on entend, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend? Un goéland? Oui, probablement un goéland. Le goéland se dit glaros. C'est un oiseau aimé des Grecs depuis toujours. Et les réflexions que je fais ici, comme faisait Chateaubriand, sont des réflexions de paix et d'harmonie. L'harmonie, en Grèce ancienne, était la musique. Comme la muse. Et harmonie vient du mot harmos qui veut dire joint, la jointure.
c'est-à-dire que tout est bien soudé, relié, joint. C'est ça l'harmonie, c'est ça la musique. Et donc ici règne l'harmonie, la paix. Écoutez ces oiseaux, écoutez. Nous sommes en communion avec la nature. Jusqu'à ce que le soleil se lève dans le ciel. Combien de fois l'a-t-il fait depuis le début? Je me demande. Alors maintenant, nous abordons l'origine glossologique des peuples européens. Les peuples européens, si vous voulez, je ne vais pas vous lire tout le livre, bien évidemment. Ici, j'ai commencé par les archanthropes qui se sont ensuite étendus sur tout le continent européen. Et je vais vous parler de la langue qui a été inventée par les Hellènes, qui à la longue ont fini par former un groupe ethnique, plusieurs groupes ethniques, mais ayant tous en commun la langue qu'ils ont eux-mêmes inventée. Et cette langue est adaptée à la nature environnante, la nature que l'on trouve sur tout le territoire. L'espace helladique, on ne parle pas de Grèce, bien évidemment, le mot n'existe pas à l'époque. On parle de, maintenant, quand on parle de façon scientifique, on parle d'espace helladique, qui vient du mot Hellas, qui veut dire Grèce en grec. Genèse de la langue hellénique. Ilias Tsatsamiros, auteur grec contemporain, nous raconte la genèse de la langue hellénique dans un livre exceptionnel intitulé tout simplement La genèse de la langue hellénique. Ce livre est la première étude glossologique approfondie, sérieuse, hors de la pensée unique et des conventions erronées de l'establishment. Grâce à une méthode imparable, l'auteur démontre que l'élément générateur de la langue hellénique est la nature helladique elle-même, que la langue imite de façon mathématique. C'est exactement ce que je venais de vous dire en faisant mes réflexions devant le Parthénon, ou plutôt l'acropole, la colline. Chaque lettre de l'alphabet hellénique contient un code signifiant standard. C'est une langue construite sur les mathématiques. La langue hellénique n'est pas due au hasard. Chacun de ces mots repose sur un socle mathématique et les lettres ne sont pas des symboles stériles. Droites ou à l'envers, avec des symboles particuliers, elles représentaient les 1620 symboles utilisés en harmonie, donc en musique, dans l'Antiquité. Chaque lettre a une valeur arithmétique. Chaque lettre est un nombre et par extension, chaque mot est un nombre. La langue hellénique constitue une connaissance monumentale, verrouillée et codifiée. L'un des précurseurs de cette connaissance fut l'éminent Pythagore. Pour lui, les nombres, les formes, l'harmonie et les astres correspondent respectivement aux sciences mathématiques sœurs. Arithmétique, géométrie, harmonie et astronomie composent dans cet ordre précis l'échelle de l'évolution. Entre parenthèses, qui se dit exélixie. Exélixie vient de ex, qui signifie deux, et élixie, hélice, c'est-à-dire l'ADN de forme hélicoïdale. Du nous, c'est-à-dire de l'esprit. C'est aussi également développé ici. Le nous est un mot qui ne se traduit pas, qui n'existe qu'en grec et qui représente l'esprit, celui que donne, si vous voulez, la lumière,
au cerveau des Grecs, des habitants de ce territoire, sur ce territoire ici, qui ont évolué depuis des milliers d'années et qui ont conçu cette langue. Alors le nous, tout un chapitre est expliqué. Vous comprendrez ce que c'est, ça vous paraît peut-être un peu abscon, mais c'est le plus important. Nous et anthropos, ce sont deux mots qui ne se traduisent pas, et ce sont les deux mots de base, les deux notions de base, à la base de l'hellénisme, si vous voulez. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Il y a 4 parties en tout. Nous allons à la deuxième. L'anthropos est issu de la société humaine. Alors, l'anthropos, qui est la notion de fondatrice de l'hellénisme et de mon livre, bien entendu, est le mot qui se dit en grec anthropos, qui existe depuis le début de la langue hellénique et qui n'a pas d'équivalent dans d'autres langues. Pourquoi? Parce que il regroupe à la fois le masculin et le féminin. C'est-à-dire que l'anthropos, ce n'est pas soit l'homme, soit la femme, c'est les deux. Et il y a 2 mots qui existent en grec. Alors en grec, je vais vous dire en grec d'aujourd'hui, parce qu'ils ont un peu changé depuis l'Antiquité. Il y a anthras qui veut dire l'homme et gynéka qui veut dire la femme. Gynéka, vous avez gynécologie. Anthras, vous avez le mot misandre, hein, ne pas aimer les hommes par exemple. Puis il y en a d'autres. Alors l'anthropos, il regroupe le féminin et le masculin. Il n'y a pas, si vous voulez, de séparation. On ne peut pas séparer le masculin du féminin. C'est impossible. Ils se complètent. Ils sont à l'intérieur du mot et de la notion d'anthropos. Et c'est pour cette raison que tout ce qui s'est passé ici depuis le début des temps se faisait toujours en fonction de l'anthropos et de la façon dont il se comporte, dont il fonctionne, c'est-à-dire en petites cellules familiales, en petits groupes ethniques, etc. Donc c'est largement développé dans toute cette seconde partie avec également des schémas. Nous allons donc maintenant passer à la troisième partie. La troisième partie qui décrit la déshumanisation, c'est-à-dire que pendant des milliers d'années, l'anthropos, aussi bien en Grèce qu'ailleurs, sans que les autres groupes ethniques aient conservé, si vous voulez, cette notion, parce qu'à l'origine elle existait en grec, il y a eu des dialectes dans toute l'Europe, et puis ensuite chacun a pris sa voie et, en fonction de la nature, du climat, etc., et a fait sa propre langue. Et malgré tout, il savait instinctivement que le rôle de l'anthropos était, pour l'homme, de se conduire en homme, pour la femme, de se conduire en femme. Rien n'était remis en question jusqu'aux années 1950, où je suis née, en Europe. Rien n'était remis en question. Chacun savait ce qu'il devait faire. Chacun devait remplir son rôle. La mère devait évidemment allaiter, hein, puisque les biberons ne sont pas dans la nature. On allaite, nous sommes des mammifères. Allaiter, s'occuper de ses enfants, de sa maison. Et ça, évidemment, celui qui le dit, ce n'est pas n'importe qui, c'est Xénophon dans l'Économique, dans son livre L'Économique, qui décrit le rôle de chacun, et notamment de la femme, qu'il considère comme la reine des abeilles dans la ruche,
et qui est chargé de tout, qui a le rôle le plus important justement, le rôle de l'économie, etc. Donc nous sommes passés tout à coup, très rapidement, de la notion d'anthropos à plus rien. La déshumanisation. La déshumanisation, c'est un mot qui existe, ou je ne pense pas l'avoir inventé. J'ai décrit ici, évidemment, cette déshumanisation, qui nous conduit actuellement à la 6e extinction massive. Actuellement, la perte de biodiversité et les changements dans l'environnement qui y sont liés sont plus rapides qu'à aucune période de l'histoire de l'humanité. De nombreuses populations animales et végétales sont en déclin, que ce soit en termes de nombre d'individus, d'étendue géographique ou les deux. La disparition d'espèces fait partie du cours naturel de l'histoire de la Terre. Cependant, l'activité humaine a accéléré le rythme naturel d'extinction. Des études récentes estiment que le taux d'extinction des vertébrés aujourd'hui, même sous des conditions stables, est 100 fois supérieur que leur taux d'extinction naturel. Malheureusement, la perte de biodiversité ne cesse de s'accélérer, comme le montrent les rapports successifs Planète Vivante de WWF. Résultat, l'extinction actuelle provoquée par les activités humaines est comparée à une crise biologique majeure, puisque d'ici à 2050, on considère que 25 à 50% des espèces auront disparu. Alors maintenant, nous allons parler, dans la dernière partie, la 4e partie, nous allons parler de la réhumanisation, la façon que j'ai imaginé de réhumaniser la société, du moins européenne. Je ne prétends évidemment pas réhumaniser le monde entier, quoique ce serait l'idéal. Donc réhumaniser, à partir du moment où nous avons constaté que l'hominisation s'est faite ici, pour le moment. Il se peut que quand nous serons tous morts et que le monde continuera, on trouve ailleurs des ossements, des fossiles beaucoup plus anciens que ceux trouvés ici. Pour le moment, nous savons que ce sont les plus anciens que nous avons trouvés ici, en Europe et non en Afrique. Donc, il est logique qu'après être passé par cette déshumanisation, tout ce qui nous enlève notre spontanéité d'êtres humains, nous réfléchissions à une réhumanisation. Moi, je propose donc de revenir petit à petit aux conditions de vie qui étaient celles non de l'Antiquité, parce que déjà dans l'Antiquité, vous le verrez dans mon livre, on avait déjà commencé à s'abîmer un petit peu par le pouvoir, par les gouvernements, etc. Je propose de retourner à l'époque d'avant le minoen, qui était l'époque du synécisme. Et ce mot existe en français et en anglais. Synécisme, directement tiré du grec synikismos, qui veut dire syn, c'est ensemble, ikismos, c'est hameau, le hameau, petit village, habitation, groupement d'habitation. C'est-à-dire le synécisme, c'était la façon la plus humaine de vivre. Les familles réunies entre elles dans des hameaux, dans des villages,
et qui menaient leur vie ensemble. Une vie de haut niveau intellectuel. On ne dit pas d'être des ploucs dans des villages, des cutéreux, pas du tout. Mais qui utilisaient les ressources du terroir, de l'époque, qui faisaient de l'échange. C'est ça l'économie, hein. L'économie, ce n'est pas ce qui se passe actuellement, ça c'est de la finance. Donc, voilà ce qui se passait. Et on était heureux. C'est ça le véritable esprit de l'hellénisme. Ce n'est même pas celui de l'Antiquité. Parce que n'oubliez pas que dans l'Antiquité, il y avait les tyrans. Donc, nous sommes, il y a des milliers d'années sur ce territoire hellénique qui s'étendait jusqu'à l'Asie mineure ou dans le bas de l'Italie aussi, hein, où il reste des villages grecs. Le synécisme. Voilà ma proposition. Évidemment, tout est développé là-dedans. Je vous ai fait juste un aperçu panoramique, comme on dit ici. Panorama, c'est cela. Hein? Orama, c'est la vision. Pan, c'est tout. Donc vous voyez tout. Le panorama, et je vous ai donné une vision panoramique de mon livre. Et je vais donc vous laisser maintenant, vous saluer avec toutes mes amitiés. En grec, on dit avec agapi, qui veut dire amour. Mais en français, on ne le dit pas. On le dit peut-être dans le mot agape, hein, que nous avons pris aussi en français. Alors je vous envoie toutes mes amitiés de cette terre bénie des dieux, de cet endroit si beau, si simple aussi, qui a fait couler tant d'encre dans des milliers de langues et des milliers de livres à travers toute la planète. Je vous remercie.